Carte sur table. Carte sur table, prenez le rendez-vous sur Aussi FM tous les dimanches à partir de 9h. Dimanche 26 août de l'année 2018, c'est aujourd'hui la journée mondiale du chien. Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur les différentes antennes du groupe de presse Le Matinal. C'est l'heure de suivre votre émission socio-politique hebdomadaire Carte sur table. Bien qu'il représente le plus grand espoir de la société, il constitue aussi un groupe social et démographique menacé et dont l'avenir est certain. Eh bien, si ces jeunes qui représentent plus de 70% de la population béninoise, l'incapacité des gouvernants et du secteur privé à satisfaire leurs attentes pourrait être une source d'instabilité politique et sociale pour le pays. On a coutume de dire que l'avenir d'une nation réside dans sa jeunesse. Pour les gouvernants, s'attaquer au problème de l'emploi des jeunes, par exemple, s'apparente à résoudre l'équation de la quadrature du cercle. Les associations et mouvements de jeunes jouent-ils vraiment leur rôle au Bénin? Quelle place occupe la jeunesse dans les différents projets de PRG, de programme d'action du gouvernement? À 7 mois des législatives, quel sera le rôle et la place de la jeunesse dans le processus électoral? En studio ce matin, un homme, il est le numéro 1 des jeunes du Bénin, M. Thomas Simbo, président national de l'organe consultatif de la jeunesse. Eh bien, M. Simbo, bonjour. Cette émission est en direct sur Océan FM de Cotonou, sur Iban FM de Parakou également, mais également écouté dans le monde entier grâce à notre application et regardé également sur Océan Télévision grâce bien sûr à la caméra de Semiat Yessoufou. Eh bien, merci à toutes et à tous de nous préférer. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h30. Merci de nous préférer et bienvenue à vous tous. Monsieur Thomas Simbo, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, cher ami Hospice, je vais très bien. Alors, vous êtes donc le président national de l'organe consultatif de la jeunesse, le numéro 1 donc des jeunes. Qu'est-ce que ça vous fait quand on dit que vous représentez la jeunesse béninoise, les jeunes béninois? Alors, c'est d'abord une fierté, mais c'est également une charge importante que de représenter la jeunesse de son pays. Et surtout quand vous savez qu'il y a pas mal de défis à relever, quand vous savez que au quotidien, des actions qui se posent, qui se mènent à la tête de notre pays, dans notre pays, et vous interpellent et vous amènent également à jouer votre contribution. Donc je pense que quand on est à ce niveau de responsabilité, on pense quotidiennement à comment faire pour véritablement jouer sa partition pour que ceux-là qui sont censés nous créer de meilleures conditions au fin de pouvoir convenablement apporter notre pierre à l'édifice, qu'on puisse quand même les amener à le faire, et à le faire correctement. Alors, présentez-nous brièvement justement votre organe consultatif de la jeunesse. C'est quoi le CJ? L'organe consultatif de la jeunesse a été institué par la loi 91-007 du 25 février 1991 portant charte de la jeunesse en République du Bénin. À travers donc cette loi, les gouvernements de notre pays, sinon l'Assemblée nationale, a voulu donner à la jeunesse de notre pays un cadre fédérateur qui doit nous permettre de mener des débats, des discussions et de faire des propositions concrètes au pouvoir public. En effet, c'est, pour faire simple, c'est la voie par laquelle on doit pouvoir accueillir les appréhensions de la jeunesse, ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite, et pouvoir agir. Donc, c'est en tant que tel l'organisation fêtière des associations, mouvements et institutions de jeunes et de jeunesse en République du Bénin. Et le législateur a su tellement bien faire les choses que pour qu'il n'y ait pas l'impression qu'il y a une élection présidentielle bis, on dit maintenant, pour pouvoir se retrouver au sein de cette institution, il faut être membre des associations, mouvements et institutions de jeunes et de jeunesse. Et le législateur est allé beaucoup plus loin en excluant tout ce qui concerne associations politiques, d'obédience politique. Donc pour pouvoir permettre à la jeunesse et à cette institution de jouer son vrai rôle, qui est celui de porter la préoccupation des jeunes, toutes tendances confondues,
opposants aux mouvements, société civile, tous. Donc, c'est dans l'intelligence que cette loi a été prise et vous aurez dû le constater que ça fait partie des toutes premières lois qui ont été initiées après la conférence des forces vives de la nation. C'est ça. Donc nous remercions au passage les députés qui, à l'époque, les pouvoirs publics qui, à l'époque, ont su qu'il fallait donner vraiment un creuset à la jeunesse. Donc nous les remercions. Même le fait que vous êtes logé quand même au ministère de la jeunesse, des sports et des loisirs d'antan, c'est vrai qu'aujourd'hui il n'y a plus de jeunesse. Est-ce que vous n'avez pas un appendice bien sûr donc, du ministère? Est-ce qu'il n'y a pas un contrôle? On a tendance à contrôler cet organe-là par les ministres qui sont là. Vous savez, l'OCJ a une histoire que je vais essayer de caricaturer en 3 étapes. Une première étape de 91 jusqu'à un peu avant 2013, l'organisation avait été créée, instituée, mais les moyens peinaient quand même à venir. Les pouvoirs publics, c'est normal. Les acteurs politiques ont toujours cette tendance-là, ont toujours envie de contrôler les poches des résistances. C'est humain, c'est normal. Et surtout la démocratie sous nos cieux, bon, c'est pas ça qui va nous surprendre. Mais c'est que quel est le travail, la question qu'on va se poser, c'est de savoir quel est le travail, quel est le rôle de chacun de nous pour qu'on puisse véritablement jouer sa partition convenablement. Et c'est le plus important. Donc, je disais tantôt que de 91 jusqu'à avant 2013, l'organisation était plus ou moins, se retrouvait dans un petit bureau même. Les questions de l'organisation se réglaient au sein d'un petit bureau du ministère de la jeunesse. Donc c'est depuis là que tout ce qui est jeunesse, la collaboration avec la représentation de la jeunesse était réglementée. Mieux, les pouvoirs publics, étant donné qu'il n'y avait pas vraiment les moyens, il faut tout simplement dire que cette loi avait quand même avait souffert de son application effective. Et cette souffrance-là a duré pendant un peu de temps, pendant un peu trop de temps. Donc après ça, il y a une période où les jeunes se sont quand même manifestés, se sont révoltés. Il y a eu envie de pouvoir vraiment quitter un peu ce joug-là, des cases du ministère de la jeunesse, en l'occurrence la direction de la vie associative qui s'occupait exclusivement de la gestion de la chose jeunesse. Donc, quand cette volonté avait été manifestée, et vous savez, une organisation qui se gérait de cette façon, et ça va laisser porte ouverte à des vices, à des caprices. Et donc, des responsables aussi, quand même, n'avaient pas manqué de profiter de cette situation où on avait tout fait de penser que oui, et parfois à juste titre, que l'OCJ, en quelque sorte, c'est une jeunesse gouvernementale, typiquement gouvernementale. Donc, ce qui ne devrait vraiment pas être le cas. Donc, je rends hommage à ces aînés et à moi qui ont su vraiment, dans une volonté manifeste de pouvoir véritablement remettre l'institution à sa place, qui a su faire le plaidoyer, le lobbying en direction des pouvoirs publics, donc du gouvernement d'alors, qui a compris la pertinence vraiment de pouvoir maintenant donner un peu plus de liberté à cette institution. Figurez-vous, il y a un relevé du Conseil des ministres qui était depuis comment on appelle l'institution de cette loi-là, il y a un relevé du Conseil des ministres qui disait déjà qu'il faut autonomiser la jeunesse et il faut mettre les moyens à sa disposition, à la disposition de l'organe consultatif de la jeunesse. Donc, quand il y a eu ce moment de résurrection, de renaissance, cette envie de pouvoir revoir et reprendre le choix en main, refaire les choses, c'est à ce moment que le gouvernement a jugé bon de pouvoir maintenant, pour une première fois, mettre les moyens à la disposition, allouer des moyens à l'OCJ, d'abord pour le renouvellement des instances. Et cette fois-ci, c'était en 2013, on était en 2013, les instances ont été renouvelées sur toute l'étendue du territoire national. Et je peux dire que de mémoire de jeunes béninois ayant côtoyé un tout petit peu, en fait, un peu plus cette institution, je peux vous dire que c'était vraiment la première fois que les élections ont eu lieu sous le regard bienveillant des autorités locales, parce que les bureaux exécutifs communaux qui sont élus sont appelés à travailler avec les collectivités locales, donc les maires, les autorités locales. Donc c'était vraiment la première expérience. Eh bien, quand cette expérience avait été faite, ça a été un succès. Donc le mandat qui nous a précédé a accompli vaillamment 3 ans de gestion, et au cours de ces 3 ans,
nous avons eu des acquis. Des acquis ont été notés. Lesquels acquis, entre autres, dans ce mandat, la gestion de ce mandat a permis aux jeunes de savoir qu'il y a une loi qui existe, qui est la loi de 91, qui parle exclusivement de la jeunesse. Donc, il y a la charte nationale de la jeunesse. Et ça, c'est vraiment l'acquis majeur qu'on a eu sous ce mandat-là. En dehors de ça, le mandat a pu quand même mettre tout ce qu'il faut pour faire vivre une institution de jeunesse. Et donc, à savoir doter l'institution d'un siège, pas avec l'appui du gouvernement. En dehors de ça, mettre en place petitement les outils de gestion, les outils qui permettent à ce que les partenaires maintenant voient que, attention, c'est une représentation de la jeunesse qui n'a peut-être pas à avoir grand-chose à avoir avec le fonctionnement du ministère de la jeunesse, qui par ailleurs est le ministère par lequel l'OCJ atteint le gouvernement. Maintenant, les jeunes attendent de vous. C'est quoi, justement, quels sont les objectifs, les missions justement, à travers cette loi déjà, il est dédié à l'organe consultatif de la jeunesse de contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique nationale de la jeunesse. Donc, en tant que tel, il ne devait pas avoir de politique. S'il y a politique nationale de la jeunesse, il devait avoir. L'OCJ, avec l'ensemble des organisations de jeunes, doivent jouer pleinement les partitions, doivent pouvoir mettre au service de cette politique, de ce document, toutes les compétences pour qu'on puisse véritablement avoir un document qui véritablement ressemble aux aspirations, qui réunit les aspirations de la jeunesse, un document qui ressasse les aspirations de la jeunesse et qui permette à la jeunesse de pouvoir réaliser ses finalités propres. Donc, en tant que tel, nous avons pour mission, pour attribution, de participer, de contribuer à l'épanouissement de la jeunesse. Et c'est le plus important des attributions, contribuer à l'épanouissement de la jeunesse. Pour avoir une jeunesse épanouie, il faut avoir de l'emploi. Pour avoir une jeunesse épanouie, il faut avoir une bonne formation. Pour avoir une jeunesse épanouie, il faut rassurer, il faut lui garantir un arsenal juridiquement propice à son émergence dans tout ce qu'elle entreprend. C'est ça. Donc, c'est ça ce que nous essayons de faire et c'est ça ce que nous faisons au quotidien. Et spécifiquement à l'OCJ, plus spécifiquement à l'OCJ, nous assurons la coordination de tout ce qui est intervention des associations, mouvements et institutions de jeunes. Et là, tellement aujourd'hui, les mouvements de jeunes, comment arriver justement à maîtriser, donc, parce qu'on sait que souvent c'est dans la politique, voilà. Justement, on a pris conscience de la situation et c'est à cause de ça qu'aujourd'hui on peut brandir une prouesse qu'on a réalisée, qui est quoi? La cartographie des associations, mouvements et institutions de jeunes et de jeunesse en République du Bénin. Aujourd'hui, c'est un document qui existe, téléchargeable en ligne, exploitable en ligne. Donc, c'est sur le site de l'OCJ que quiconque peut consulter et voir les associations qui existent et qui font vraiment un travail dans nos communautés. Et je peux vous garantir qu'il en existe des associations qui sont de très bonnes factures dans notre pays, des jeunes qui sont tout le temps, en fait, dont on est tout le temps admiratif parce que ils savent ce qu'il faut faire en termes de développement, en termes d'appui, en termes de service à leur communauté. Et Dieu sait ce qu'ils le font au quotidien. Ces associations, moi, je profite de votre canal pour leur rendre un vibrant hommage parce qu'ils font un travail formidable, les mouvements de jeunes. Et vous allez voir, vous aurez dû le constater, que plus tard, c'est eux, s'il y a encore de la vertu à servir, à mettre au service de la communauté, c'est encore eux, parce qu'ils ont eu à faire que ça. C'est ça. Alors, le mot qu'on puisse dire, M. Thomas Simbo, c'est que la jeunesse est célébrée également à travers le monde, puisque chaque 12 août, il y a la journée internationale de la jeunesse, une occasion donc d'attirer l'attention des gouvernants sur les défis et les épreuves de cette couche de la population. Est-ce qu'il y a eu des actions qui ont été menées au Bénin le 12 août dernier, M. Simbo? Alors, merci beaucoup pour cette question. Effectivement, le 12 août a été une date consacrée par les Nations Unies pour pouvoir attirer l'attention des gouvernants sur les responsabilités à donner à la jeunesse des espaces propices, à donner à la jeunesse des conditions de son épanouissement.
Le thème de cette année, c'est des espaces sûrs pour les jeunes. À travers ce thème, la communauté internationale a essayé d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur des efforts à fournir pour pouvoir non seulement permettre à la jeunesse de jouer sa partition, d'apporter sa contribution à l'édifice national, mais surtout de leur donner des conditions, des saines implications, des saines participations. Et ceci passe par les réelles implications à tout ce qui concerne, à tout ce qui touche la vie de la nation. La jeunesse, dit-on, c'est l'avenir. Mais nous, on préfère dire c'est le présent et le futur. C'est en même temps le présent et le futur de notre pays. Parce que quand vous avez des chances qui sont à eux seuls, plus de 62% de votre population, de la population d'un pays, vous ne pouvez pas dire que vous êtes en train de bâtir le pays sans eux. Prendre le risque de le faire, c'est que vous ne voulez plus que le pays existe après vous. Et ça, c'est ce qu'il faut éviter. Donc, à travers le 12 août, les Nations Unies arrivent à organiser une communication autour du rôle des jeunes dans la construction de leur pays. Au Bénin, cette année, je peux vous dire que le 12 août, ça a coïncidé avec, c'était tombé sur un dimanche. Mais je vous dis que ce week-end du 12 août là, il y a des dizaines de bureaux exécutifs communaux de l'OCJ qui ont réalisé des activités communautaires comme ils savent le faire. Il y a des centaines d'associations et dont moi j'ai reçu des invitations pour pouvoir participer à des activités qu'elles ont organisées. C'est pour dire quoi? C'est une journée de prise de conscience et c'est une journée qui permet au mouvement associatif de pouvoir dire qu'est-ce que nous faisons, d'attirer. C'est une journée qui nous permet d'allumer les projecteurs sur le rôle, les responsabilités et sur les apports, les contributions de qualité qu'apportent les associations de jeunes dans leur communauté. Parce que, figurez-vous, ce que ces associations font généralement, c'est des choses qui se réalisent au micro, hors caméra, qui vous souviennent que pour tout ce qui concerne, tous les grands fléaux de ces dernières décennies, ça a toujours été, la lutte a toujours été accompagnée par les jeunes. C'est les jeunes qui sont en quelque sorte des chevilles ouvrières des luttes qui ont été menées contre les fléaux comme VIH-Sida. Et vous êtes d'accord avec moi, l'actualité sur comment on appelle la flambée des grossesses en milieu scolaire et tout. C'est très Est-ce que vous avez mené des combats sur ça? On a mené des combats sur ça. Donc, en dehors des activités que les associations de jeunes ont menées dans les communautés, que nos instances à la base ont menées, nous autres aussi, nous avons initié toute une série d'activités au niveau national. Et la période choisie au niveau national, c'est du 23 au 25 août. Et je peux vous dire que c'est hier seulement on a fini la célébration, hier nuit. Ça a commencé depuis le jeudi. Depuis jeudi. Et jeudi, nous avons commencé l'activité par une caravane qui a apporté sur la sensibilisation aux méfaits de VIH-Sida. VIH-Sida, les grossesses en milieu scolaire, et tout ce qui va avec les offres de services en santé reproductive des adolescents et jeunes. Et je peux vous dire que étaient dans les rues de Cotonou environ 600 jeunes pour cette caravane-là, habillés aux couleurs de l'activité, de l'OCG, de l'ensemble des organisations de jeunes. On a parcouru des collèges. C'est vrai, nous sommes en période de vacances, mais les enfants sont en train de faire les cours de vacances. Les plus jeunes sont en train de faire les cours de vacances. En dehors de ça, nous avons parcouru les marchés, en l'occurrence le marché d'Antopa. Nous avons parcouru le marché de Zobo. Et nous sommes allés finir au stade de l'amitié général Mathieu Kérékou. À travers cette caravane, nous avons sensibilisé des milliers de jeunes de Cotonou. Des femmes de marché. Non. Vous avez l'impression, quand vous restez dans vos murs, vous avez l'impression que les jeunes ne comprennent pas de quoi il s'agit. Pour cette caravane, nous, on s'est juste contenté d'ouvrir une inscription en ligne. Tous ceux qui ont participé à cette caravane, c'est les gens qui se sont inscrits en ligne. C'est les gens qui étaient venus, ils étaient venus sans rien attendre. Et ils n'ont rien eu.
des jeunes qui volontairement... C'est pas la politique, ils viennent d'en prendre des sandwichs. Vous savez... Ils sont habitués. Quand les gens sont là à nous habituer à ça, ils savent c'est pourquoi ils le font. Ils le font tout simplement parce que ils se disent que c'est par là il faut tenir la jeunesse. Heureusement qu'il y a encore des flèches de lumière. Il y a encore des jeunes qui savent de quoi le Bénin d'aujourd'hui doit être fait et l'avenir, où est-ce qu'il faut aller avec l'avenir de notre pays. Donc, ce sont ces jeunes-là qui se sont volontairement portés à notre rescousse pour pouvoir véritablement participer à cette caravane-là. Et ça a été d'un grand succès. C'est ça. D'un grand succès, je peux vous nos partenaires et tous étaient comblés de la réussite de cette activité. Voilà. En dehors de ça, nous avons eu la journée de vendredi. Donc c'était le jeudi la caravane, tantôt. C'est vendredi, samedi, nous avons les activités intellectuelles. Le vendredi matin, on a démarré par la cérémonie d'ouverture, suivie d'une conférence inaugurale qui a porté sur les thèmes la contribution des organisations de jeunes et de jeunesse au développement socio-économique de notre pays. Non, mais il doit y avoir des milliers quand même pour participer à ça, mais les gens sont à la maison, ils viennent... Non, vous savez, ça je vais vous dire. C'est ça le problème de la jeunesse béninoise. Je vais vous le dire encore. Ce qui est sûr, vous n'allez pas compter sur moi pour jeter boulet rouge sur la jeunesse béninoise. Parce que c'est que les politiciens ont joué un grand rôle pour pouvoir pervertir les actions que mènent les jeunes dans notre pays. Et donc, quand vous avez des jeunes qui sont déjà apprentis de ces politiciens, qui veulent être à l'image des politiciens, de ceux qui nous gouvernent, de ceux qui ont été là depuis 90 jusqu'à nos jours et qui ne sont même pas prêts pour leur dire, bon voilà, j'ai pu fabriquer un jeune, j'ai pu fabriquer un filleul qui peut vraiment assumer pleinement l'héritage et rester dans son fauteuil à la maison, dire, bon voilà, je suis fier, je suis content de ce que mon filleul est en train de faire. Alors, vous ne venez pas nous accuser. Nous, on essaie de faire ce qu'on peut faire. Les jeunes essaient de faire ce qu'ils doivent faire. Et ça, c'est un discours trop simpliste que je dis, ben, les jeunes ils ne se mobilisent, ne se déplacent pas. Qu'est-ce que vous attendez d'un jeune? Qu'est-ce que vous attendez d'un jeune qui n'a peut-être pas de quoi manger, qui n'a même pas 200 francs pour manger? Qu'est-ce que vous attendez de ce jeune-là quand il va falloir qu'il dépense 500 000 francs aller-retour pour aller suivre une activité? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça, c'est des questions qui nous interpellent. Et ça, ce que vous avez dit, les gens, ils se sont inscrits volontairement en ligne. Ils ont suivi la caravane. Ces mêmes personnes qui ont suivi la caravane, ils étaient venus le lendemain pour suivre les activités du vendredi. Le samedi, ils étaient encore là. Hier nuit, ils étaient encore là pour pouvoir suivre l'activité, la nuit des Oscars, les Oscars de la jeunesse béninoise. Je pense que ça, au bas mot, pour un jeune qui a suivi de bout en bout cette série d'activités, au bas mot, il doit avoir dépensé 3 000 francs CFA comme agent de déplacement, même s'il est à Cotonou. S'il est à Akpakpala pour venir au stade d'ici, de vos studios, pour aller au stade, pour imaginer combien ça coûte. Et aller-retour, il doit faire ça aller-retour pendant 3 jours. Mais vous avez dit que ces jeunes-là... Vous n'avez rien donné à ces jeunes? Mais rien. Même pas de l'eau? Non. Non, si. Il y a eu de l'eau. D'accord. Il y a eu de l'eau. Non, je parle en termes de prébande, de déplacement. Rien. Ils ont mis ceux qui ont moto, ils ont mis des carburants dans leur moto pour venir volontairement. Alors, je pense que ce serait injuste pour moi que de dire que ces jeunes-là, ces gens-là, n'ont pas conscience de leur rôle dans la société. Ils ne demandent juste qu'à être sérieusement et sincèrement accompagnés. Et c'est ce qui manque sous nos cieux. Je vais finir sur les activités que nous avons eu à conduire en disant qu'après la conférence inaugurale sur la contribution de la jeunesse au développement socio-économique de notre pays de 90 à nos jours, nous avons également eu droit à 4 panels, dont un panel culminant qui nous a permis de découvrir ce que le gouvernement attend des jeunes dans la mise en œuvre du PAG. Ce panel a été animé de main de maître par M. Achille Oussou, qui est au BAI, et c'est lui qui est venu entretenir cette jeunesse autour de ce panel-là. Les jeunes étaient totalement comblés et satisfaits de savoir que voilà ce qui est attendu d'eux. Les jeunes également ont fait des contributions. Après ça, nous avons fini l'ensemble de ces activités par la célébration des talents de la jeunesse. Des jeunes qui sont particulièrement méritants, qui se sont montrés des gens inspirants
et qui sont prêts à inspirer d'autres. Je pense que ce sont ces jeunes-là que nous avons célébrés à travers la 3e édition de la nuit des Oscars de la jeunesse. C'est ça. Nous avons décidé de perpétuer cette tradition parce que tout simplement, nous croyons en le potentiel inestimable de notre jeunesse. Nous avons décidé de le faire parce que nous savons que le faire, ça va davantage aider le chef de l'État qui s'est illustré comme un champion en termes de promotion de la jeunesse. Et je pense que nous devons de perpétuer notre tradition de détection et de célébration des talents de la jeunesse. Et cette activité, je peux vous dire, ça a été conduit, la sélection a été conduite de main de maître par un cabinet indépendant, recruté par les soins du partenaire qui nous a accompagnés, et c'est notre volonté. Tout à l'heure, vous avez donc parlé bien sûr de la rupture du chef de l'État qui est en train d'accompagner donc la jeunesse béninoise. Alors justement, quelle place occupe donc cette jeunesse au sein de la rupture? Est-ce que vous avez, disons, le PAG, le programme d'action du gouvernement 2016-2021, nous sommes déjà en 2018, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la jeunesse a été associée donc à ce PAG là? Monsieur le journaliste, moi je vais vous dire très sincèrement, d'abord, ça va être une insulte que du haut de nos responsabilités, qu'on ne s'approprie pas les documents qui sont censés quand même. Oui, d'accord. La faisabilité, les actions. Vous avez compris que on a tellement vu la justesse de la chose que nous avons, c'est nous qui avons demandé à ce que BAI vienne nous, et je les remercie au passé parce qu'ils ont répondu promptement. Pour dire quoi? Pour dire qu'au cours de nos échanges, on s'est rendu vraiment compte, du moins ceux qui étaient là, des jeunes qui étaient là, et se sont rendus compte que effectivement, au-delà de tout, tout a été méthodiquement planifié et tout a été pensé pour que la jeunesse, pour que au terme de la mise en œuvre du plan d'action du gouvernement, notre pays puisse vraiment réaliser des bons qualitatifs. Alors quand on a un document aussi ambitieux et qu'on a envie de participer à la construction de son pays, à la construction du présent et du futur de son pays, je pense qu'on n'a pas le choix que de pouvoir vraiment apporter sa contribution. Et c'est ce qui nous avait amené à demander au BAI de venir nous expliquer. Et quand le BAI était venu, les jeunes savent désormais que au lieu de se mettre tout le temps à tirer, à écrire sur les réseaux sociaux, il y a bien des opportunités au sein du PAG qu'il faut chercher à capter. On ne peut pas dire qu'on veut injecter dans un pays plus de 5 000 milliards de nos francs en 5 ans, directement injectables pour développer des projets et autres. On n'ira pas chercher des Libanais pour venir faire le travail. Tout ce qu'il y a à faire là, c'est des jeunes béninois. La problématique qu'il y a là, c'est comment faire pour que les jeunes puissent répondre présent, répondre à l'appel. Et ça, encore, c'est malheureusement, enfin, je dirais tout simplement que la responsabilité est partagée. Parce que pendant longtemps, on n'avait pas pensé on n'avait pas eu autant d'ambition. On n'avait pas pensé qu'à un moment donné, il y aura des gens qui vont venir et dire mais il nous faut révolutionner notre pays. Donc on n'avait pas préparé la jeunesse à ça. On n'avait pas, il y a des métiers basiques. On n'avait pas qu'on aurait pu apprendre pour rendre les jeunes opérationnels sur les bancs. On n'avait pas pu les faire. Et ça, on traîne les séquelles. La crainte que nous qu'on a émise, c'était le samedi. La crainte qu'on a émise le samedi matin, hier matin donc, devant Monsieur Achille, on lui a dit mais pensez-vous que des jeunes dans notre pays, qu'on a autant de jeunes qualifiés pour faire tout ce qu'il y a à faire? Oui, mais parce que ça touche directement la formation. C'est ça. Ça touche directement la formation. Et vous le savez, Dieu sait qu'il y a beaucoup de pans du PAG qui s'exécutent où on est obligé de faire appel à de la compétence extérieure. C'est ça. Dans le domaine d'éthique, vous pouvez le dire, et vous savez que quand il s'agit des projets, des grands projets dans l'éthique, on cherche nos compatriotes qui ont l'expérience,
qui sont à la pointe de cette technologie, ils ne sont pas au Bénin. Ils préfèrent rester, à l'extérieur parce qu'ils ne sont pas rassurés de pouvoir avoir les conditions nécessaires de pouvoir travailler dans leur propre pays. Donc, c'est ça plutôt ce qui nous inquiète. Parce que tout a été pensé pour que véritablement, à l'aune des réformes, des jeunes puissent véritablement se dire, mais tiens, on a connu un grand bon qualitatif. Et c'est ce que nous appelons de tous nos voeux. Vous savez, quand je prends le domaine de l'enseignement supérieur, vous savez, on ne peut pas être... Si on est jeune, on est content, et on est jeune et on est conscient. Je suis sûr qu'on ne peut pas être fier de notre système éducatif. On ne peut pas être fier de notre système éducatif parce que... Oui, parce que je peux vous dire que quand on était peut-être au cours primaire, c'est vrai que chacun a connu de nous, on a connu nos difficultés, nos merdes pendant qu'on était au cours primaire et autres. Par endroit, c'est pas facile pour les jeunes béninois, pour les adolescents béninois d'aller à l'école et d'y rester. Et quand on finit de faire ça, quand on sait la qualité de ces enseignants qui nous enseignaient et tout, quand on sait les conditions dans lesquelles on nous enseignait et tout, quand on sait les difficultés qu'il y a autour de ça, je pense qu'on peut légitimement avoir envie, on peut solliciter des réformes, on peut même susciter des réformes. Et donc c'est pourquoi tout ce qu'il y a comme réforme à mener pour rendre le système éducatif de notre pays plus performant et permettre à ce que un jeune béninois qui finit avec un bac, pour avoir le bac, c'est un sacrifice d'environ 13 ans, 14 ans, 15 ans même. Parce qu'aujourd'hui, avant le CI, c'est déjà peut-être 3 ans. On passe déjà avant le CI, ou bien 2 ans minimum. On passe avant le CI et autres. Donc, on ne peut pas avoir perdu environ 15 ans et avoir le bac et dire, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je deviens quoi? Je pense que ce n'est pas des systèmes, ce ne sont plus des systèmes opérants. Ça ne travaille plus, ça ne marche plus. C'est un système caduque et il faut avoir le courage de le dire. Il faut réformer. C'est ça. En dehors de ça, quand on rentre dans l'enseignement supérieur, on ne peut pas continuer de former à 90-95% des gens qui, après 3 ans, 4 ans à l'université, ils sont bons juste pour parler la langue française. C'est triste. Et ce système, ça nous interpelle. La réorientation, donc les jeunes, c'est ça. Justement, c'est que le problème, moi, ici, on fait l'anglais. On fait l'anglais, on fait sociologie, on fait... C'est que vraiment, il ne faut même pas chercher à stigmatiser parce que là, tu risques de créer des problèmes. Parce que par ailleurs, des gens sont très jaloux de ce qu'ils enseignent. C'est ça. Et ça, au cours de plusieurs ateliers, quand moi je parle, quand je parle de ces choses, on me dit non. Il y a des professeurs d'université qui sont là, qui sont très très jaloux de ce qu'ils enseignent, donc qui ne veulent pas entendre parler de ce que, bon voilà, il faut aller, il faut réformer, il faut réduire les effets. Non, peut-être que les gens ont un plaisir à rester devant 2000, 3000, 4000 étudiants, bon voilà, peut-être qu'ils ont un plaisir particulier à ça, mais je pense qu'il est important de réformer, parce que ce qui doit pouvoir compter pour un enseignant, ce qui doit pouvoir compter pour les décideurs de ceux sous cette là, c'est de pouvoir dire, mais tiens, après la formation, les gens là deviennent quoi? Quand vous êtes fasciné par les statistiques, par les suivis et évaluations, je pense que vous devez pouvoir vous poser des vraies questions pour ne pas former pour former. Donc c'est extrêmement important. Et moi, j'en appelle vraiment à des réformes courageuses dans ce domaine-là. Et je pense que des choses se font déjà. Il y a quand même, on parle bien sûr de 500 000 emplois, 500 000 jeunes diplômés, pardon, je ne voulais pas dire 500 000 emplois, j'allais parler plutôt de 50 000 jeunes diplômés qui sortent chaque année des universités publiques et privées. Alors, le concours d'entrée dans la fonction publique, vous savez, sont rares. Alors, la fin du calvaire, c'est pas pour maintenant. Moi, je vais le reconnaître. Le concours d'entrée dans la fonction, c'est pour qui? C'est pour quelle catégorie de jeunes? Mais c'est pour une partie vraiment minime. Quand on dit concours d'entrée et vous voyez 40 000 jeunes, allez là. Ne pensez pas que c'est les 40 000 ou 50 000 jeunes qui sont sortis l'année N-1, c'est eux qui sont allés en concours. C'est faux. Ils sont allés en concours, c'est faux. Il y a des jeunes qui se faisaient former à l'ENA, à l'INE, que sais-je encore, EPAC, d'accord,
des quotes de jeunes, des quotes peut-être sur 10 ans, qui sont là, toujours en attente. J'en connais des amis qui ont eu des diplômes de l'ENA, qui ont des grands diplômes, des diplômes respectables de l'ENA, mais qui sont encore là depuis 12 ans, ils attendent toujours et toujours. Peut-être que c'est quand ils finiront d'avoir 40 ans qu'ils vont dire, bon, moi, je ne peux plus rien espérer là. Mais qui sont toujours à la charge des parents. Donc, c'est un véritable problème. Donc, quand on parle de concours, et on veut même dire que, bon, on va fouiller un concours de 400 personnes, on a eu 40 000 volontaires ou bien candidats et autres. Moi, je dis non. C'est parce qu'on ne sait même pas de quel jeune on parle. Si c'est pour voir véritablement jusqu'où le mal est allé, il faut organiser, il faut faire une simulation de concours. Qu'on va ouvrir même 10, on va ouvrir 10 postes. 10 postes dans la fonction publique qui concerne les facultés classiques. Vous allez voir les dangers. Ils ont même alors, raison donc, de s'investir dans la politique parce qu'il y a une pléiade de mouvements circonstanciels aujourd'hui. C'est ça. On ne peut pas le refuser donc de créer ces mouvements politiques parce qu'il n'a plus de boulot. Et il ne peut pas rester à la maison. Il peut faire rester donc avec les partis politiques. Voilà le problème. Vous comprendrez alors pourquoi les cycles d'organisation des élections chez nous, qui est un cycle moyennement de 2 ans, et vous comprendrez pourquoi les jeunes préfèrent s'en servir. Et vous comprendrez pourquoi à 1 an des élections, des mouvements commencent par naître. Parce que c'est ça, les seuls, pratiquement, malheureusement, les seules issues que les gens arrivent vraiment à trouver. Maintenant, le mal, c'est que quand on va continuer comme ça, nous allons nous faire diriger par des gens qui n'ont aucune conviction politique. Des gens qui ne font rien, qui ne prennent aucune position politique parce que ils sont convaincus. Mais parce que eux, ils doivent, c'est leur travail. Et ce travail, c'est ça ce qui les donne de l'argent. C'est comme si, s'ils ne font pas le jeu de celui qui est là, ou bien le jeu de celui qui va leur offrir rapidement d'opportunités, c'est qu'ils risquent de chômer. C'est comme s'ils sont en chômage. Et donc vous allez comprendre, vous allez pouvoir donner des explications à la pervertie qu'on note dans l'arène politique de notre pays. Et surtout, malheureusement, quand on observe que des jeunes sont déjà là, positionnés derrière les gens qui ont tout le temps eu ce privilège de nous diriger, mais qui n'ont jamais pensé passer les témoins à quelque chose. Donc, le fait de ne pas avoir un système éducatif performant, ça ne fait que libérer les jeunes, livrer les jeunes à eux-mêmes, et la conséquence est que le chemin le plus court, comme vous venez de le dire, c'est la politique. La conséquence à terme, c'est que nous allons nous faire diriger de plus en plus par des gens qui ne vont pas là parce qu'ils sont convaincus, mais des gens qui vont parce qu'ils doivent régler un problème d'emploi. Et ce que ça pourrait avoir comme répercussion immédiate sur même le système Bénin, c'est que le Bénin se fera diriger, des compétents se feront diriger par des gens qui ne prennent pas des raccourcis. C'est tout. C'est ça. Mais je me sens que le législateur a eu la main un peu plus dure avec donc, cette jeunesse-là, puisque vous savez mieux que moi, M. Simbo, que l'argent s'érige en roi dans le jeu politique. Je ne vais pas vous demander combien vous gagnez par le mois, ne me demandez pas également combien je gagne ici à OCFM. Mais de toute façon, il faut maintenant 250 millions de francs pour être candidat à l'élection présidentielle. Et c'est vous et moi, nous avons ces sous-là, justement, pour aller aux élections. Est-ce que ce n'est pas une manière de dire, cette jeunesse-là, il ne faut pas venir vers nous parce que vous nous titillez trop? Je vais d'abord vous poser... En fait, malheureusement, ce n'est pas mon rôle de poser des questions ici. Mais je voudrais savoir si vraiment ces gens-là travaillent pour les Bénins ou bien pour la jeunesse. Vous parlez des députés? Oui. Pourquoi vous dites-il? C'est pourquoi je le dis est simple. C'est pourquoi je le dis est simple. Parce que si vraiment le travail qui se fait pour la nation, on ne peut pas avoir des initiatives du genre. Parce que on est bien conscient que une telle initiative, une telle disposition dans la loi qui organise la compétition électorale est éminemment exclusive. Et ça, c'est vraiment
quelque chose qu'il faut peut-être déplorer, qu'il faut regretter un tout petit peu. Mais je sais, comme c'est la commission qui a adopté, la plénière va... Je suis sûr que nos honorables députés, je suis sûr qu'ils vont tenir compte de tout ce que ça a suscité comme remous, et dans la mouvance, et dans l'opposition. Rarement, des jeunes Béninois se retrouvent autour d'un idéal et mènent le combat ensemble. Moi, j'en ai connu des jeunes, j'en ai rencontré des jeunes, que ce soit de la mouvance et de l'opposition, qui ne sont pas du tout d'accord avec ce qui a été proposé. C'est ça. Pour revenir vous dire, oui, moi je suis pour un système partisan où l'argent roi doit être totalement banni. Ça me frustre. Parce que ça nous a amené à des situations insupportables. Qu'est-ce que je veux dire par là? On s'est rendu compte que on ne fait plus la politique parce qu'on a des idées à défendre. Parce qu'on a des offres à faire à la population. Parce qu'on a des alternatives crédibles à proposer à nos populations. Mais on vient juste parce que tout simplement, on a beaucoup d'argent, on a suffisamment d'argent. Je pense qu'un pays qui veut aller de l'avant ne peut pas continuer à tolérer de pareilles choses. Et les jeunes, je nous en interpelle une fois encore. C'est que nous devons prendre conscience de cela et faire tout ce qui est de notre possible. Est-ce que l'OCG a fait des actions, a mené un combat justement par rapport à ces sommes-là, à ce montant-là, écrit même, pourquoi pas à l'Assemblée nationale? C'est votre rôle le plus absolu pour défendre la jeunesse. Quel est ce jeune-là qui a ce montant-là justement pour aller à la députation? Ce qu'on a commencé par faire, c'est d'abord d'échanger avec les jeunes qui sont les acteurs politiques, des jeunes qui s'utilisent dans la politique. Parce que tous ces députés-là, les relais là sont des jeunes. Hein. C'est eux qui les aident pour la mobilisation sur le terrain, c'est des jeunes. C'est avec eux qu'il faut discuter d'abord. Quand vous finissez de discuter avec eux, et de l'opposition et de la mouvance, je suis sûr qu'ensemble, eux, quand ils viennent se joindre à l'OCJ, ça constitue une menace, une force pour faire le travail qu'on a à faire. Mais on a vu des jeunes sur les écrans de télévision qui ont applaudi justement ce montant. Non, vous savez. Vous savez, je vais vous dire. Le militantisme, il y en a de plusieurs gammes. C'est sûr. Et mon rôle en tant que président de l'organe consultatif de la jeunesse, ce n'est vraiment pas d'aller contre et de dire que non, telle opinion ne doit pas exister. C'est faux, je ne peux pas faire ça. Vous êtes là pour la mobilisation. Ce que je dois faire, c'est de pouvoir discuter, favoriser, faciliter les échanges, les discussions. Donc c'est de permettre à ce qu'il y ait débat, à ce qu'il y ait des opinions diverses. Et c'est ce que nous sommes en train d'observer. Mais la majorité, ceux qui le disent, peut-être qu'eux, ils ont pu déjà amasser suffisamment d'argent. Quelque part, ils savent que bon, c'est pas facile, c'est pas compliqué, donc on va y aller. Parce que même quand on parle de l'hypothèse que c'est les gens qui vont cotiser, mais disons-nous la vérité, est-ce que ce travail est déjà fait? Quand nos pauvres populations, quand nos populations à la base, quand nos populations dans les contrées de nos pays, ils n'attendent juste que, comment on appelle, que la veille des élections pour pouvoir véritablement prendre, selon eux, un peu de ce que les politiques les prennent. Vous allez dire que ceux-là vont cotiser. Non, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. On n'est pas encore à ce niveau de mentalité. Notre mentalité n'est pas encore à ce niveau. Et je pense qu'il faut vraiment en prendre conscience. Je disais tantôt que cette façon de vouloir introduire de l'argent et de l'argent roi dans la politique, ce que ça amène les gens à faire, je vais vous le dire. Et vous le savez. C'est que quand un jeune, on a vu par le passé, quand on met un jeune à un poste de responsabilité, il se découvre les talents des politiciens. Et l'objectif, c'est comment faire pour amasser suffisamment de ressources pour pouvoir maintenant affronter les élections. J'ai pris ma part. Oui, vous pensez qu'on va continuer comme ça? Et donc ça fait que pour te faire élire député, moi j'en connais, ils font des confidences. Comment on peut, parce qu'on veut juste se faire élire député, dépenser jusqu'à 300 millions de francs CFA? On va trouver ça où? Quand tu es élu là, tu vas trouver ça où?
C'est là le problème. Et ça, c'est des situations qui sont là. C'est le salaire des jeunes pendant 30 ans. Oui, mais est-ce que ça même matin? Quel 30 ans? Quel 30 ans? C'est le salaire qu'un jeune va prendre, son enfant va venir prendre. C'est que il faut oser le dire. Et c'est compliqué. 300 millions. Maintenant, quand tu vas à l'Assemblée, quand tu dépenses, quand tu vas à l'Assemblée, pendant que tu sais que tout calcul bien fait, ils savent, ils sont conscients qu'ils ne peuvent jamais gagner les salaires sur les émoluments et autres. Même pour le président de l'Assemblée, je ne suis pas sûr que sur les 4 ans, il va gagner 300 millions de francs CFA. Ils sont bien conscients de ça. Alors, sur quoi ils comptent pour pouvoir maintenant rentabiliser? Et c'est ça le problème. Alors là, ça nous amène à avoir des changements de posture, à aller à gauche, à aller à droite, parce qu'on a des situations qu'il faut vraiment... Il ne faut pas permettre à ce que... Bon, voilà, c'est compliqué. Quand c'est comme ça, on ne peut pas être jeune et être fier d'un tel système partisan. Alors, quand on dit qu'on veut faire des réformes, c'est le moment pour nous d'espérer des points novateurs. Vous avez vu déjà comment ils sont intelligents. Ils ont su très habilement éviter tout ce qui concerne toute disposition qui va permettre à ce que vraiment la transhumance politique qu'on mette fin à ça. Ils ont évité ça. Ils vont revenir sur ça après. Justement, quand les arguments que les gens ont brandis, c'est ce qu'ils ont trouvé à dire, c'est de dire que non, un député, il est national, je pense que si tu es élu pour tel parti, tu vas à l'Assemblée. C'est que le peuple t'a confié ce mandat parce que tu défends une opinion. C'est ça. Quand tu vas à l'Assemblée, dès lors que tu n'es plus en mesure de défendre cette opinion pour laquelle le peuple t'a confié le mandat, moi je pense que logiquement, il faut juste déposer de l'établier. C'est ça. Oui, tu ne peux plus continuer de représenter ce peuple là-bas. Mais les gens ont tout fait, ils ont tout fait pour enlever ça. Comment vous comprenez que dans ces réformes, malgré tout ce qu'on a dit, casse les pieds et tout, toutes les difficultés qu'on a à financer ça, comment vous comprenez qu'ils ont tout fait pour ramener encore ça? C'est pourquoi je me pose la question de savoir, est-ce que ces gens-là travaillent vraiment? Est-ce que nos honorables députés travaillent vraiment pour la jeunesse péninoise, pour l'avenir de notre pays? Mais il y a quand même des jeunes qui sont à l'Assemblée nationale. Oui, il y a des jeunes qui sont à l'Assemblée nationale. Mais vous savez, ce que moi je vais dire par rapport à ça, ils sont combien? Ils sont combien? Moi je sais, des sujets qui touchent la jeunesse, combien de jeunes qui sont à l'Assemblée nationale, ils portent ça. Je sais, il y a des jeunes, quand il s'agit des questions qui touchent la jeunesse, ils portent ça. Mais nous pensons qu'il faut vraiment, il faut qu'ils fassent davantage. Il faut envoyer beaucoup de jeunes à l'Assemblée nationale. Voilà. Et comment le faire? Comment le faire? C'est ça, on est en train de voir quand on nous dit de payer 200 millions pour aller à l'Assemblée nationale. Tu vas trouver ça où? Parce que comme ça, ils savent qu'ils sont les seuls à détenir ces moyens-là. Donc, quand bien même que le système, la loi sur la charte des partis politiques a dit comment il faut réglementer les partis maintenant et autres, il y a toujours cette condition qui est là, qui permet à quelqu'un d'être le plus fort et de dire, bon, c'est moi qui sors l'argent. Ils ont 200 millions à sortir. C'est moi qui sors l'argent, donc je sors l'argent, je mets qui je veux sur la liste. Donc, ils vont toujours, ce qu'ils semblent montrer à la population que, bon, voilà, ils sont en train de laisser, histoire d'avoir des réformes sur le système partisan, ils sont en train toujours de le maintenir quelque part. Ils l'ont mis quelque part et ils savent où est-ce que c'est mis et ils sont les seuls à encore avoir le pouvoir de le faire. On a comme l'impression effectivement que la jeunesse est considérée comme une roue donc, de secours ou un disque dur externe par exemple d'un ordinateur qu'on doit utiliser dès qu'on a besoin de lui. Alors nous sommes à 7 mois donc des législatives. Maintenant, est-ce qu'il y a un programme? Quel sera le rôle maintenant et la place de cette jeunesse-là? C'est vrai, vous avez parlé bien sûr de 200 millions, c'est beaucoup. Est-ce que les jeunes ne doivent pas s'organiser pour défendre leurs intérêts? Vous êtes président national de l'organe consultatif de la jeunesse. C'est vrai que vous avez c'est un rôle, franchement, il faut le reconnaître. C'est pas facile, puisqu'il faut gérer la mouvance, il faut gérer l'opposition, il faut gérer la société civile. On a comme l'impression qu'on est perdu un peu au niveau de cette jeunesse-là. Merci de bravo. Moi, je vais vous dire, ne vous attendez pas à ce que l'organe consultatif de la jeunesse se transforme en un parti politique pour dire les jeunes venez ensemble, on va déposer notre liste, on ira aux élections. Ça ne va pas exister. C'est qu'on peut faire par contre. Oui. Et
essaie de faire au quotidien, c'est de pouvoir sensibiliser davantage les jeunes pour qu'ils puissent, dans leur parti politique, se positionner, se mettre au bon niveau. En tout cas, je ne vais pas hésiter à donner ma caution, mon appui à n'importe quel jeune qui se retrouve n'importe où. C'est ça. Sur n'importe quelle liste pour aller aux élections. S'il doit appeler, s'il y a le pouvoir d'appeler à voter, j'appellerai à voter pour des listes qui vont donner plus de place et de positions permettant aux jeunes de se faire élire. Je n'hésiterai pas à appeler à voter. Il y a une déclaration publique. Mais je vous dis, moi, mon parti politique, c'est la jeunesse. Mon seul et unique parti politique, c'est la jeunesse. Hier, j'ai dit, et si le second nom, excusez-moi, et si le second nom du chef de l'État était jeunesse? Je l'ai dit tout simplement à cause de ce simple fait. J'ai observé que depuis sous l'ère du renouveau démocratique, jamais autant on a eu de jeunes positionnés à des niveaux influents de notre système judiciaire. Jamais autant on a eu un homme aussi important de ministre jeune dans un même gouvernement. Jamais autant on a eu des directeurs généraux jeunes, donc de notre génération, à des niveaux stratégiques de notre pays. C'est ça. Et jamais, je dis bien, en tant tout ce qui était poste de préfet de département, c'est en quelque sorte la chasse gardée des personnes de troisième âge. Aujourd'hui, ces postes ont été désacralisés, confiés à des jeunes qui assument et assument convenablement. La volonté de faire la promotion de la jeunesse, elle est fortement affichée. Mais je sais, et on sait, on observe qu'il y a encore des écueils à lever, des écueils, des difficultés, des obstacles qui se dressent devant le chef de l'État. Les gens ne veulent pas, ils ne veulent pas de la jeunesse, c'est qu'ils ne veulent pas de la jeunesse. Maintenant, ce que nous on doit faire pour accompagner ce mouvement-là, c'est de pouvoir véritablement attirer l'attention, maintenir la pression un peu haute, attirer l'attention des jeunes et leur dire voilà ce que vous devez faire. Et moi je pense que si les pouvoirs publics, toutes catégories confondues, soit l'opposition, mouvance et autres, si les gens veulent que des jeunes accompagnent les listes pour les élections, je les conseillerais vivement de positionner des jeunes. C'est ça. Parce que la jeunesse béninoise a très bien compris. Et je vois quand même des mouvements qui me rassurent que la jeunesse a compris que il faut aller taper fort. Aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a des jeunes qui sont là, ils sont prêts à laisser les prébendes désormais pour soutenir une opinion. Oui, pour soutenir une opinion, celle de voir les jeunes à l'Assemblée nationale. C'est ça. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, voilà comment transformer donc les déclarations politiques en actes, comment donc la politique béninoise peut-elle intégrer de manière significative et transversale la jeunesse, comment les organisations issues de la société civile peuvent-elles accompagner donc les jeunes et les aider donc à devenir acteurs et actrices du développement. C'est vrai qu'il y a de cela 9 ans, et bien les dirigeants africains se sont donc réunis à Addis Abeba en Éthiopie donc pour tenter d'endiguer le chômage des jeunes. Ils ont même proclamé la décennie de la jeunesse africaine 2009-2018. Nous sommes en 2018. Si on dit de faire rapidement un bilan pour trouver l'antenne donc aux auditeurs, qu'est-ce que vous allez dire? Est-ce qu'en 10 ans déjà, il y a une amélioration dans la jeunesse africaine, disons bien pour être plus précis? Mais oui, parce que quand l'Union africaine décide, c'est au niveau État qu'il faut le mettre en application. C'est ça. Et je pense que franchement, le bilan est très mitigé chez nous. Et il nous faut encore faire du travail.
Et c'est ce que nous on a compris en associant plus les organisations de jeunes pour qu'on puisse prendre notre destin en main et avoir de quoi faire un plaidoyer fort à l'endroit des politiques pour qu'ils puissent véritablement jouer les partitions. C'est ça. Eh bien, allez-y, votre mot de la fin. C'est juste un appel que je vais lancer à la jeunesse. Quand on vient dans votre studio ici, ceux qui font l'affaire des voix qu'on entend avec vraiment une, comment on appelle, élocution de bonnes factures, de factures exceptionnelles, je suis heureux de découvrir que c'est rien que des jeunes. Et c'est un peu partout. C'est-à-dire que des jeunes sont capables de beaucoup de choses. Il y en a, oui, ils n'ont pas eu la chance d'avoir une éducation de qualité parce du fait de notre système éducatif qui lui-même est défaillant. Mais il y en a parmi ces jeunes-là qui ont eu sur eux le courage de pouvoir s'auto-former, de pouvoir se cultiver. Et ce sont ces talents que nous sommes résolument engagés à célébrer. Donc je dis à tous les jeunes béninois, qu'ils soient au niveau politique, au niveau économique, au niveau sociétal, des jeunes qui sont résolument engagés pour l'évolution de notre pays, je les invite à beaucoup plus de courage. Je les invite à ne pas baisser les bras. Je les invite à faire preuve de leadership. C'est ça. Et pour que notre pays puisse en tirer le maximum. Merci beaucoup. Merci également à vous, monsieur Thomas Simbo. Merci également à votre chargé de la communication, monsieur Esmic Bopé, qui vous suit dans vos déplacements. Voilà, mesdames et messieurs, donc sur ces mots de monsieur Thomas Simbo, président national de l'organe consultatif de la jeunesse au CG, que nous mettons donc fin à cette émission Kasuita. Monsieur Simbo, bonjour, merci d'avoir été là. Merci, c'est moi. Voilà. Merci à tous les fidèles auditeurs du Nord qui nous ont suivis grâce à Urban FM de Paraco en synchronisation, dirigé de maître par Pateno Gomez. Mais merci également à toute l'équipe de la radio OCFM composée ce matin de Rocco Botoredo à la mise en onde, Chris Bell de la rédaction centrale. Je n'oublie pas également Semiat Youssoufou qui a géré les images de Océan Télévision, mais également Léon Sadjebi du quotidien Le Matinal. Et bien, enfin, nous disons merci à la diaspora, ceux-là justement qui nous sont fidèles à l'émission et qui nous écoutent religieusement depuis l'extérieur. Sachez que si le plaisir est la fleur de la jeunesse, le bonheur à tout âge est le fruit de la vertu. C'est signé John Pettisen. Moi, c'est Hospice Rouen de Derabo. Merci de votre sympathique attention. Rendez-vous dimanche prochain avec le même plaisir et vous serez naturellement les bienvenus. Au revoir.